Bien. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Le Chip, je suis éditorialiste à BFM Business et je vais donc avoir le grand plaisir d'animer cette discussion avec nos 4 invités. Je vous les présente, allez, par ordre d'entrée en scène. Donc Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Laurent, mettez-vous ici. Je n'avais pas vu Mathilde Gargoite-Larivière arriver de l'autre côté. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques au Conservatoire national des arts et métiers depuis 2013 et associé au Centre d'études de l'emploi et du travail. Mathilde, mettez-vous là. Laurent. Et puis là, on va faire les économistes de ce côté. Philippe Aghion, qui a enseigné à Harvard, à la London School of Economics, prof associé à l'École d'économie de Paris et professeur au Collège de France. Je ne me suis pas trompé, Philippe, c'est bien ça? Philippe, je t'en prie. Et Patrick Artus, directeur des études économiques de Natixis, membre du Cercle des économistes et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Alors, notre thématique du jour, où va le travail? Alors, pour se demander où va le travail, j'ai peut-être d'abord envie de demander à nos amis économistes tout simplement où va l'économie. C'est-à-dire que si on se replace un petit peu dans une perspective historique, on nous dit que cette révolution digitale qui s'annonce est peut-être une des plus grandes, des 10 plus grandes révolutions de toute l'histoire de l'humanité, que ça change tout, notre façon de travailler, de produire, de nous déplacer, de nous loger, etc., etc. Je voudrais d'abord votre appréciation sur finalement cette économie qui nous attend. Peut-être Patrick Artus pour commencer. Est-ce que, allez, ce monde qui vient, est-ce que c'est vraiment un bouleversement, ou bien vous vous dites, bon non, finalement, cette révolution digitale qu'on nous promet, elle ne va pas bouleverser tant que ça nos vies? Oui, il est assez évident que c'est un bouleversement. Je crois que personne ne nie aujourd'hui que ce soit un bouleversement. Ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer d'évaluer les conséquences de bouleversement. Et on a vu paraître des thèses dans toutes les directions. On a vu apparaître la thèse de la fin du travail, on a vu apparaître et au contraire des thèses extrêmement différentes. Et je voudrais essayer de dire ce matin, pour commencer, ce qu'il me semble que les travaux de recherche récents nous disent sur les effets visibles aujourd'hui, en tout cas, de l'apparition du digital, appelons ça comme ça, des nouvelles technologies. Donc le sentiment que j'ai en lisant cette recherche, c'est que l'apparition des nouvelles technologies, appelons ça l'intelligence artificielle, le digital, comme vous le voulez, n'est pas un facteur de destruction nette d'emplois. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'évidence qu'on fabrique du chômage. Il me semble que ce qu'on voit, c'est que l'introduction de l'intelligence artificielle modifie profondément la structure des emplois, et c'est ce qu'on a appelé la bipolarisation, c'est-à-dire qu'on détruit des emplois qui sont remplacés par, pour ça, des robots, de l'intelligence artificielle, et qu'on crée, comme ceci fabrique de l'efficacité productive et du revenu, ce revenu est ensuite dépensé, et ce revenu dépensé crée d'autres emplois. Et que la balance est plutôt positive, c'est-à-dire que l'effet net sur l'emploi de l'intelligence artificielle, je vais l'appeler comme ça pour faire simple, est plutôt positif. La difficulté, c'est que les emplois, en tout cas au stade où nous en sommes aujourd'hui, les emplois créés sont de plus mauvaise qualité que les emplois détruits. Il y a un travail qui a été fait par exemple sur la robotisation en Allemagne, qui montre qu'en moyenne, quand on met un robot dans une entreprise industrielle allemande, on détruit trois emplois dans cette entreprise, que cette entreprise devient plus efficace, distribue donc du revenu, et que ces revenus créent, dans le bassin d'emploi de l'entreprise, 5 emplois, et qui sont des emplois de service de faible qualité. Non, la distribution, le transport, la restauration, etc. Donc, mon sentiment, c'est que le problème majeur que nous avons, et j'aimerais savoir ce que pensent mes camarades à la tribune, mais mon impression, c'est qu'il faut réfléchir en se disant que le problème majeur que nous avons aujourd'hui avec les nouvelles technologies, ce n'est pas le chômage, que d'ailleurs le pays qui est le plus avancé dans la robotisation, qui est la Corée, est un pays où il n'y a strictement aucun chômage, mais c'est une déformation de la structure des emplois, où on détruit des emplois intermédiaires, répétitifs, et où on crée surtout des emplois
qui sont moins répétitifs, mais qui sont des emplois de service peu sophistiqués et mal payés. Hein, pour faire simple, on détruit des emplois chez General Motors et on crée des emplois chez Starbucks. Hein, et que la différence par rapport aux grandes révolutions industrielles du passé serait essentiellement qu'au lieu de remplacer des emplois, au lieu que les emplois qui disparaissent soient de plus mauvaise qualité et de salaires plus bas que les emplois qui apparaissent, hein, ce qui était le cas dans le passé, cette fois-ci, les emplois qui disparaissent seraient de meilleure qualité que les emplois qui apparaissent. En termes nets et en moyenne, bien sûr. Hein. Voilà, je pense que c'est ça, c'est ma façon de lire cette littérature. Évidemment, tout ceci ne nous dit sans doute pas grand-chose de ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés dans toutes les grandes sociétés, c'est ce déplacement vers le bas de la qualité et du niveau de gamme des emplois à cause de l'intelligence artificielle. C'est vrai que cette question de est-ce qu'on va avoir plus ou moins d'emplois, Philippe Aghion, elle est toujours inhérente à chaque phase, à chaque révolution technologique. J'ai même envie de dire que la crainte que le travail disparaisse, elle existe depuis que le travail lui-même existe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque progrès technique, on nous a dit ah bah non, l'emploi va disparaître. À l'Antiquité, on avait peur que les animaux remplacent les esclaves, etc., etc. Est-ce que vous êtes comme Patrick, vous dites qu'il n'y a pas de problème de quantité de travail au total et qu'il y a plutôt un problème effectivement de polarisation de l'emploi, ou bien est-ce que quand même, quand on voit des statistiques assez stupéfiantes, on va détruire un nombre d'emplois considérable, mais est-ce qu'on va vraiment en créer tant que ça derrière? Oui, donc merci beaucoup. Donc bon, je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit par tout ce qu'a dit Patrick. Si vous voulez, vous faites allusion, c'est vrai que il y a eu d'autres révolutions. Toutes les grandes révolutions technologiques ont détruit des emplois, mais elles en ont créé de nouveaux. Déjà, vous aviez la machine à vapeur, la première révolution industrielle. Il y avait le mouvement, le ludisme, le mouvement de Luder en Angleterre, de ces travailleurs qui disaient mais on va détruire des emplois parce que la machine à vapeur va remplacer l'homme. Et puis finalement, on n'a pas vu de chômage de masse après à la suite de la révolution de la machine à vapeur. Après, il y a eu l'électricité. Quand il y a eu la révolution de l'électricité, à nouveau, Keynes prévoyait un chômage de masse aux États-Unis et dans les pays développés qui n'a pas eu lieu. Donc chaque fois qu'il y a eu des grandes révolutions technologiques, effectivement, ça automatise des tâches. Et effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un stade supérieur de ça, puisque on se dit maintenant, on va automatiser la conduite de voitures ou même les consultations médicales. On imagine qu'on peut les faire sans passer en tout cas, en se passant en partie d'êtres humains. Donc il y a cette peur que ça détruise des emplois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. C'est que d'un côté, les grandes révolutions technologiques et la digitalisation en particulier, ça détruit des emplois parce que ça automatise des tâches existantes, mais en même temps, ça permet de créer de nouvelles activités. Par exemple, on peut développer des réputations individuelles. Grâce au digital, eh bien, on crée des réputations individuelles. Donc, beaucoup de gens peuvent travailler. Ça va peut-être développer toute une série de secteurs, le service à la personne, plein d'autres activités, l'hôtellerie, la conduite. Beaucoup de choses sont développées grâce au digital et ça a créé aussi des emplois. Et on voit beaucoup d'autres emplois qui peuvent être créés. Donc, si vous voulez, chaque révolution détruit des emplois, mais crée de nouveaux emplois. Mais il y a eu des études et les études montrent la chose suivante. Elles montrent que il y a eu donc des études, il y a eu Acemoglu Restrepo pour les États-Unis. Moi, j'ai fait un peu la même chose pour la France, mais alors on peut regarder sur des périodes assez limitées l'effet de la robotisation sur l'emploi. Et on s'aperçoit que c'est vrai que ça, en tout cas à moyen terme, on voit des destructions d'emplois, que c'est un effet négatif sur les emplois non qualifiés. Mais si on regarde l'effet sur les emplois qualifiés, il est plutôt positif. Il est moins négatif, et même si on fait des études plus fines, plutôt positif. Donc une première chose qu'on peut dire, c'est que la qualification, c'est très important. Quand tu as la révolution digitale, eh bien tu t'en sors beaucoup mieux si c'est qualifié. Donc il faut accompagner cette révolution d'un énorme effort de formation et d'éducation. Et la deuxième chose, c'est que, j'en parlerai tout à l'heure, les grandes révolutions comme les TIC, comme les technologies de l'information et de la communication et la digitalisation est un stade ultérieur de cette révolution, eh bien, au début, ça booste la croissance, mais ça peut avoir aussi un effet qui plombe la croissance.
Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et là, ce qu'il faut mettre en place, c'est adapter nos législations de concurrence à ces révolutions technologiques. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je pense qu'on ne peut pas juger d'une révolution technologique en elle-même. Ça sera le thème de mon intervention tout à l'heure. Ça dépend des institutions et des politiques que vous mettez en place. Si vous faites la même révolution technologique, mais vous avez une bonne politique d'éducation et de formation, une bonne flexi-sécurité, bien scandinave, plus que la Premier ministre, et vous avez en même temps une vraie politique de concurrence qui fait que les GAFAM ne plombent pas toute l'économie, eh bien les conséquences seront bien meilleures que si vous ne mettez pas en place ces institutions qui surveillent la concurrence et qui voient la formation. Donc vous voyez, je crois que vraiment le succès ou l'échec d'une révolution technologique dépend des politiques et des institutions que vous mettez en place pour accompagner cette révolution technologique. Si on finit à un micro pour 5, ça va être un peu compliqué. Non, ce qui est très important, mais on va y revenir, parce que le message optimiste que vous nous envoyez, Philippe Aghion, c'est de dire que finalement, demain, ce sera ni l'enfer, ni le paradis, ce sera surtout ce qu'on en fera. Et voilà, ça dépend de nous. Quand même, une question avant, à Mathilde et à Laurent Berger. Laurent Berger, bon, quand on écoute les économistes, finalement, ils sont assez à l'aise dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils nous disent bah si, parce que vous nous dites quand même un peu oh, bah c'est pas si grave, il y a beaucoup d'emplois détruits, mais au final, il y en a quand même plus qui sont créés. C'est pas un optimisme panglossien, non, c'est un optimisme de combat. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que le macroéconomiste, finalement, dans ce monde-là, il est plutôt à l'aise. Mais la réalité, c'est que sur le plan des individus, tout ça va faire beaucoup de gagnants, mais aussi beaucoup de perdants, Laurent Berger. Comment on fait sur le pour effectivement prendre en compte socialement ce qui, macroéconomiquement, n'est pas forcément un problème. Bonjour. Non, mais Patrick, je te taquine un peu, on va y revenir. Vous avez l'illustration de 3 économistes qui pinaillent entre eux. Bonjour à toutes et à tous. La question qui est posée, finalement, c'est sur l'avenir du travail, c'est aussi la question du sens et de la qualité du travail. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce que s'il y a un point que il y en a plusieurs, mais que je partage avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. En fait, il y a beaucoup plus d'incertitudes qu'il y en avait même quand il y a encore une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'années sur ce que va devenir le travail, la façon dont les modes de production vont évoluer, les modes de vie vont évoluer, etc. Il y a la révolution technologique, vous l'avez avec la digitalisation, vous l'avez évoqué. Il y a aussi la question et la formidable opportunité qu'est la transition écologique. Le défi que ça représente, qui est monstrueux, et en même temps l'opportunité, y compris sur l'évolution du travail, ça a un impact très concret dans un certain nombre de secteurs professionnels. Il y a aussi l'impact démographique dont on pourrait parler. Et donc, dans un monde qui finalement est incertain, parce qu'il n'y en a aucun de nous qui est capable à cette tribune, je crois, en tout cas pas moi, de décider ce que va être le travail dans 20 ans. C'est une forme d'incapacité collective parce que ça va très vite, parce qu'on ne mesure pas tous les impacts de la transformation digitale, tous les impacts de la nécessité de faire évoluer les modèles de production d'un certain nombre de secteurs professionnels parce que l'enjeu écologique est tel qu'on n'aura pas le choix et que c'est plutôt une bonne chose ce serait plutôt une bonne chose, je le dis au conditionnel, qu'on s'en préoccupe beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que puisqu'on n'a pas de certitude, il faut qu'on se dise quelles sont les conditions pour faire face à cette incertitude. Les conditions, la première, ça a été dit, c'est l'enjeu de compétences. Je suis persuadé que si on ne veut pas aller vers un monde du travail avec d'un côté les très qualifiés qui s'en sortiront et de l'autre côté une segmentation très forte avec des gens très peu qualifiés qui seront un peu ceux qui seront au service des autres, et au milieu, pas grand-chose, il faut qu'on ait un enjeu de compétences très fort. Parce que le développement des emplois de service, Philippe, tu as raison, il peut y avoir des développements des emplois de service, mais si c'est les nouveaux précaires, comme c'est le cas aujourd'hui, les nouveaux exploités du monde de demain, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que je suis assez frappé d'un certain nombre de discours en disant mais si, il y a plein de métiers possibles, il faut aller, il y a qu'à, Faucon, mais c'est souvent des métiers où on ne veut pas envoyer nos propres gosses, quoi. Si tant est qu'on puisse les envoyer quelque part, parce qu'ils choisissent plutôt eux-mêmes, c'est plutôt mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller vers un développement du travail
où finalement on accepterait cette segmentation. Et pour ça, il faut l'enjeu de compétences, de qualification, il est essentiel. Mais l'enjeu aussi de sens et de qualité du travail, il est absolument essentiel, et ça passe par l'écoute. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte, on est dans le lancement des printemps de l'économie, il faut qu'on sorte des approches seulement macroéconomiques. Il faut qu'on aille à hauteur de femmes et d'hommes, se demander c'est quoi les aspirations de chacun vis-à-vis de son travail. Nous, on a lancé une enquête qui s'appelait Parlons Travail, il y a quelques temps maintenant, il y a 220 000 répondants, il y a eu 220 000 répondants, et ce qui est l'élément le plus frappant, il y a des choses qu'on connaissait, d'abord c'est un attachement au travail, de l'immense majorité des personnes qui ont répondu, et l'élément le plus frappant, au-delà des choses qu'on connaissait, c'est-à-dire un travail avec une intensification parfois dans certains secteurs, donc des difficultés parfois liées à la santé au travail, parfois des difficultés d'autres ordres, mais c'est l'aspiration à être davantage écouté sur ce qui fait sens du travail. À la révolution digitale, c'est-à-dire que ces inquiétudes sur le sens du travail, la fatigue des cadres dont on nous a parlé, etc., les gens qui s'interrogent sur finalement le sens même de ce qu'ils font au quotidien, ceux qui croulent sous les procédures, etc., c'est pré-révolution digitale finalement. Oui, bien sûr, mais les changements, je le disais, sont de plus en plus rapides et ils ne peuvent pas être décidés, la façon dont on s'y adapte, dont on fait face, ne peuvent pas être décidés par quelques-uns. C'est-à-dire que ça pose la question, dans le monde du travail, d'une forme de partage de responsabilités plus importante par le dialogue social, par une gouvernance des entreprises, avec une place plus importante du travail que ça ne l'est aujourd'hui dans la gouvernance d'entreprise. Aujourd'hui, la gouvernance d'entreprise, trop souvent, elle est dictée par l'enjeu du capital. Ce n'est pas absolument scandaleux que le capital, évidemment, ait une place dans la gouvernance de l'entreprise, mais la surdominance du capital par rapport à l'enjeu du travail dans l'entreprise fait que la question du travail, elle est passée au second plan. Enfin, ne nous racontons pas d'histoire. La plupart du temps, lorsqu'on parle d'économie, on ne parle pas souvent du travail. C'est d'ailleurs une des vertus de la séquence qui s'ouvre sur le printemps de l'économie, de mettre la question du travail. Ou alors, quand on en parle, on n'en parle pas souvent à hauteur de femmes et d'hommes. Et donc, je le crois vraiment, vu que les changements sont de plus en plus rapides et qu'on n'est pas dans la capacité de dire comment ça va se passer dans 20 ans ou 30 ans, il faut cette agilité par le dialogue social dans les entreprises et par une reconnaissance plus forte du travail dans la gouvernance des entreprises. Mathilde Gargoite-Larivière, vous vous positionnez comment par rapport à ce débat sur les mutations en cours et quels effets elles ont déjà? Et est-ce que vous pensez que c'est plutôt un problème par rapport à ce qu'on sait déjà des difficultés du monde du travail? Est-ce que ça va en rajouter ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez peut-être en partie des solutions? Pour revenir un petit peu sur ce qui a été déjà dit, je pense que c'est important d'envisager la question des effets de l'innovation, notamment l'innovation technologique, non seulement sur le volume d'emplois, mais aussi sur la qualité des emplois et sur les différences qui peuvent exister entre groupes sociaux, enfin des effets qui peuvent être différenciés selon les niveaux de qualification, mais aussi selon l'âge, selon le genre. Enfin, il peut y avoir donc des inégalités qui sont créées en termes d'emploi et de qualité de l'emploi par ces innovations technologiques ou la révolution numérique, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc je pense que c'est important effectivement de regarder ces dimensions-là également et les effets de polarisation qui peuvent donc exister. Je pense que le débat se concentre un peu trop souvent effectivement sur le volume d'emplois qui risque, avec des études un peu catastrophistes qui nous expliquent que 50% des métiers vont disparaître. Donc la plus connue, enfin la plus citée étant souvent celle de Frey Osborne de 2013. Finalement, quand on regarde les études un peu plus récentes, notamment par exemple du Conseil d'orientation pour l'emploi, on constate que c'est plutôt à peu près 10% des emplois qui risquent d'être menacés directement par l'automatisation et par contre 50% des emplois qui risquent effectivement d'être profondément modifiés dans leur contenu par cette révolution numérique. Donc pour ceux qui risquent d'être plutôt détruits, on est plutôt dans le cas d'emplois peu qualifiés manuels du côté de l'industrie et ceux qui risquent d'être plutôt transformés, c'est plutôt effectivement des emplois dans les services. Donc je pense qu'il faut effectivement essayer d'éviter au maximum ces effets de polarisation et je rejoins complètement ce qu'ont dit mes collègues sur le fait que les politiques de formation tout au long de la vie sont fondamentales pour ça. Et je pense qu'il faut aussi rappeler peut-être deux autres points. Le fait que
La polarisation n'est pas la même selon les pays, donc ça montre bien qu'il y a de la marge pour la politique publique, donc au niveau des États, mais aussi dans la manière dont elles peuvent façonner les politiques d'entreprise, les questions d'organisation du travail. Donc il y a une marge de manœuvre. L'innovation ne percute pas les sociétés comme ça de manière aléatoire sans qu'on puisse rien y faire. Donc voilà, l'importance du contexte institutionnel, de la manière dont on cadre les effets de l'innovation sur l'emploi. Et puis un autre point, c'est le fait que la polarisation du marché du travail, elle n'est pas liée qu'au changement technologique. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres, notamment d'autres politiques publiques, qui ont tendance à accentuer cette polarisation, et en France en particulier, le fait de faire se développer de manière volontaire des emplois assez peu qualifiés, d'assez mauvaise qualité dans certains secteurs, comme notamment les services à la personne, c'est relativement déconnecté de la révolution numérique. Et c'est un choix de politique publique, et quand on fait ça, on favorise beaucoup le développement de l'emploi peu qualifié, d'assez mauvaise qualité dans certains secteurs. Et la France est effectivement un pays où la polarisation est particulièrement marquée, c'est-à-dire effectivement il y a une forte augmentation de l'emploi des cadres, mais il y a aussi une forte augmentation d'emplois très peu qualifiés. Et puis après, sur la question de est-ce que quand bien même le travail viendrait partiellement à disparaître, je pense que ça ouvre d'autres questions sur s'il y a moins de travail, comment on le partage, et je pense que ça réouvre aussi les questions de potentiellement, même si je sais que c'est un peu tabou, mais de réduction du temps de travail, voilà, à moyen long terme. Patrick Artus. Je voudrais réagir à l'optimisme communicatif de Philippe Aghion. Juste 3 points pour mettre au débat. Il me semble quand même que... Alors, je parle de la France d'abord, peut-être tempéré effectivement par d'autres expériences. Aujourd'hui, on a clairement une évolution où il y a une dégradation de la qualité des emplois. Et au point, et regardez la dernière enquête du CEREC qui est tout à fait intéressante sur ce point, que les jeunes diplômés sont déclassés. 30% des jeunes qui ont une licence et un peu plus de 20% des jeunes qui ont un master prennent un travail qui ne correspond absolument pas à leur niveau d'éducation ou à leur diplôme, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois qualifiés. Donc la vue de Philippe qui consiste à dire c'est pas très grave finalement, parce que si on forme bien les gens, ils vont trouver ils vont s'adapter à cette évolution technologique et ils vont trouver des emplois plus qualifiés, il me semble être assez contradictoire avec ces données françaises où, au contraire, il n'y a pas assez d'emplois qualifiés pour les jeunes qualifiés. Et ça me paraît quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Deuxième point à mettre au débat, par contre, alors là, ce qui irait par contre dans le sens de l'optimisme, quand vous comparez les pays de l'OCDE, le niveau de compétence a un rôle absolument central. C'est-à-dire que quand vous comparez, par exemple, le niveau de compétence tel que le mesurent plus ou moins bien les enquêtes de l'OCDE et le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de la population en âge de travailler qui a un emploi, bah, c'est la même variable, quoi. Donc les pays où le taux de compétence est plus élevé, les compétences plus élevées ont un taux d'emploi plus élevé, et le taux d'emploi plus élevé est incroyablement associé à des inégalités plus faibles et à moins de pauvreté. Donc, entre pays, on a l'impression qu'effectivement, cette question de la formation des compétences est très importante. Mais en France, on doit avoir une situation assez perverse, où notre problème, c'est que cette polarisation va au point que, à nouveau, que l'économie ne génère plus assez d'emplois qualifiés pour les jeunes qui sortent du système éducatif. Et le troisième point que je voulais mettre au débat, c'est de dire qu'il ne faut pas parler... Juste un point, Patrick. Oui. On est bien d'accord que dans ces enquêtes internationales de l'OCDE, sur la compétence de la main-d'œuvre, la France est quand même très mal classée. Bah oui, on est très mal classé, mais on a aussi un taux d'emploi très bas. C'est bien cohérent. Il y a 65% des Français de 15 à 64 ans qui travaillent, il y a 75% des Allemands, 78% des Suédois, etc. Donc voilà, donc c'est assez compliqué donc du coup de raisonner, parce que la comparaison internationale va plutôt dans le sens de Philippe, en disant la sortie c'est la hausse des compétences. Mais le cas français va pas dans le sens de Philippe, puisqu'au contraire, il y a trop de compétents, quoi, en gros. Et donc c'est quelque chose qui est, donc ça ajoute au point de Laurent, qui est qu'on ne sait pas du tout où on est, quoi, en fait. Bon. Et dernière chose qui me paraît très fondamentale aussi, c'est pas que l'intelligence artificielle ou le digital. Au niveau mondial, la demande se déplace vers les services. Le monde devient une économie de services. L'industrie, la demande mondiale pour les produits industriels stagne depuis plus de 10 ans. Et donc, le marché du travail, il réagit à l'évolution de la demande.
Si on veut consommer de la sécurité, du transport, du restaurant, des vacances, etc., c'est là qu'on crée les emplois. Et ça, c'est aussi extrêmement important. On n'y peut pas grand-chose, honnêtement. Hein, si le monde se déforme vers une économie de services, ben, la structure des emplois se déforme vers les services, et les services qui font l'objet de la plus forte demande sont des services assez peu qualifiés hein, et assez bas de gamme, mais avec des salaires faibles. Et là, on est quand même devant quelque chose qui est extraordinairement compliqué à bouger, parce que qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez aller au restaurant, puis rentrer chez vous par Uber pendant qu'une jeune femme garde vos enfants, enfin, je veux dire, c'est là qu'on va créer les emplois. Et ça, c'est un phénomène majeur qui est tout à fait différent et en plus hein, de l'évolution technologique. Philippe Aghion. Oui, merci. Je prends celui-là. Je pense qu'il marche, là, oui. Vas-y. Oui, ça marche. Ça va. Merci. Je voulais juste réagir à ce que vient de dire Patrick sur 2 points. Je crois qu'on a un problème aussi, c'est pas juste ici chez nous, c'est vrai qu'il y a des gens qui font beaucoup d'études, il y en a, mais on en a quand même, mais c'est aussi la manière dont l'école est organisée. Je crois dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, ils ont quelque chose que nous n'avons pas beaucoup, c'est la relation école-entreprise. Vous voyez, par exemple, je crois que le fait que quand dans le parcours scolaire allemand, on a un contact avec l'entreprise plus important, ça prépare mieux je pense, à l'emploi après. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on doit travailler. Une autre chose sur laquelle on doit travailler, c'est que nous, dans le système d'éducation supérieure dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la propédeutique et la spécialisation progressive, que maintenant on essaie d'introduire avec la réforme du Parcoursup et de la réforme de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que chez nous, voilà, et je crois que c'est très important, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que dans des systèmes où les gens se spécialisent progressivement, par exemple, on veut décider qu'au début, on veut faire du droit, puis après, on se rend compte que le droit, on n'aime pas tellement, on peut le changer. Moi, j'étais prof à Harvard. À Harvard, en première année, tu choisis des majeurs, mais tu peux changer de majeur en cours de route, la 2e année ou la 3e année. Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites montrant que dans des systèmes comme ça, où la spécialisation est progressive et où la sélection se fait par l'orientation et le choix de spécialisation, eh bien, non seulement on a une meilleure sélection, mais les gens sont plus heureux dans le travail. Et il y a une meilleure adéquation des gens à leur travail. Donc, ce n'est pas juste le nombre d'années, c'est comment on organise notre enseignement scolaire et supérieur. Et je crois que là, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Alors, enfin, sur la qualité des choses, je crois que ce qui va se passer avec la digitalisation encore plus qu'avant, c'est que, à mon avis, on travaillera moins qu'avant, à long terme. Et donc, on aura plus de temps pour les loisirs. Et donc, il y aura une énorme demande de loisirs. Et il faut que les gens... Et quand les gens sont éduqués, bien éduqués, ils vont une demande de loisirs de qualité. Et à ce moment-là, il va falloir produire ces loisirs. Et donc, il va y avoir tout un secteur d'innovation pour satisfaire cette demande accrue de loisirs de qualité. On veut des personnes qui travaillent moins et qui aient une demande de loisirs de qualité qu'il va falloir satisfaire. Et ça crée des emplois. Voilà. C'est le market size effect. Non mais alors, Philippe, pour que ces gens-là, ils dépensent comme des bêtes dans les loisirs, il faut bien qu'ils aient des revenus. S'ils travaillent moins, d'où viendront leurs revenus? La productivité va augmenter énormément. Je dis à terme, je ne dis pas demain. On va augmenter. Mais de toute façon, maintenant, on travaille moins qu'on travaillait du temps de Zola. Hein, et on est beaucoup plus productif. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la productivité du travail. Elle va augmenter quand même, cette productivité. Donc on travaillera moins, mais on sera beaucoup plus productif et on aura beaucoup plus de temps pour des loisirs et, j'espère, de qualité, une demande de qualité. Et il va falloir satisfaire cette demande de loisirs de qualité. Et là, ça crée tout un secteur pour satisfaire cette demande de loisirs. Mathilde Gargoite-Larivière, Laurent Berger, est-ce que vous croyez à cette vision que vient de nous proposer Philippe Aghion de poursuite de la baisse du temps de travail, de poursuite d'un travail de plus en plus efficace, productif et générateur de valeur? Non, prenez celui-là. Un coup il marche, un coup il marche pas. Bon, donc oui, sur la question de la baisse du temps de travail, donc qui serait effectivement liée à une hausse de la productivité, pour l'instant, on essaye plutôt d'expliquer pourquoi la productivité ralentit, donc on n'est pas encore complètement dans cette dynamique-là. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer et espérer que les gains de productivité associés à la révolution numérique ou à certaines formes d'innovation technologique, disons, puissent permettre de réduire le temps de travail. Et je pense que ça pose des questions sur la manière, quelle est la place du travail finalement aussi dans la vie des gens
et sur l'articulation entre le temps de travail et ce qu'on pourrait appeler les autres temps sociaux, donc le temps voilà, pour la vie sociale et familiale, le temps d'études aussi, puisque je pense que ce qu'on est en train de dire, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut se former tout au long de la vie, donc ça veut dire que le temps d'études doit sûrement aussi être plus réparti sur l'ensemble de la vie. Quand on regarde aussi la compression des temps pour les gens, les temps sont plus ou moins difficiles à concilier selon les moments de la vie, selon le moment du cycle de vie. Donc on sait que les personnes qui ont par exemple, des enfants en bas âge ou des parents dépendants de plus en plus ont peut-être besoin de réduire temporairement, et quel que soit d'ailleurs leur sexe, leur temps de travail. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière dont le temps de travail va être articulé avec d'autres temps, et on peut sûrement effectivement se poser ces questions-là dès maintenant si on envisage que le temps de travail pourrait baisser. Mais je pense qu'il faut effectivement aussi avoir en tête le fait qu'il faut pas que il faut pouvoir organiser finalement d'une certaine manière ce partage du temps de travail. Et bon, c'est plutôt l'optique qu'a eu la France, en tout cas sur les dernières décennies, quand il y a eu l'organisation du passage aux 35 heures, mais qui a été, qui est toujours extrêmement critiquée, alors que d'autres pays font plutôt le choix de partager le temps de travail en laissant faire, pour le dire vite, le marché. Et dans ces cas-là, on se retrouve plus dans des cas de polarisation aussi des temps de travail, donc avec des gens qui travaillent très peu d'heures et des gens qui travaillent beaucoup d'heures. Et c'est souvent lié à la qualification, au genre, etc. Donc ça veut dire que si le temps de travail doit baisser, il faut que cette baisse soit organisée et pensée collectivement. Donc je pense qu'il y a une vraie question autour de ça. Et peut-être un dernier point pour rebondir sur ce qui a été dit avant sur les liens école-entreprise en Allemagne et le fait qu'il y a sûrement des problèmes dans notre système d'éducation initiale et continue. Je pense qu'effectivement, quand on parle de l'éducation tout au long de la vie, et quand on regarde les taux de chômage importants en France, ils concernent beaucoup les pas ou peu diplômés. Et donc, même si on peut s'interroger, par exemple, sur comment on va pouvoir former des gens qui ont déjà un certain âge, etc., pour les jeunes, il ne faut pas laisser déjà passer cette opportunité-là de régler le problème à la racine. Et je pense que la question de l'éducation et de la formation, elle se pose y compris aux plus jeunes âges. Donc, je pense qu'une politique ambitieuse de formation, si on peut dire, mais d'éducation, en tout cas, y compris sur le niveau primaire et pré-primaire, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, y compris sur la scolarisation ou le fait d'être en crèche pour les petits, et qu'il y a aussi des inégalités sociales qui se définissent à ce moment-là. Donc quand on parle d'éducation tout au long de la vie, c'est quasiment, j'exagère à peine, mais depuis le berceau. Et bon, je pense qu'il y a des politiques publiques qui vont dans le bon sens, notamment par exemple la garantie jeune qui essaye de traiter en partie le problème du décrochage. Voilà, donc les politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie, elles se pensent sur justement tout au long de la vie, du berceau jusqu'à la formation, y compris pour les plus âgés. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop pour l'instant cette habitude de se reformer, y compris pas forcément très longtemps après la sortie du système d'éducation initiale, alors que dans d'autres pays, notamment les pays du Nord, c'est plutôt habituel de se former, se reformer régulièrement. Et ça va bien avec le fait que si on réduit son temps de travail, on aura aussi plus de temps pour se réadapter, se former tout au long de la vie. Laurent Berger, vous adhérez vous, à cette... Alors, est-ce que c'est un souhait d'abord d'aller dans une société qui travaille de moins en moins, mais qui crée toujours autant de richesses parce qu'elle est plus productive, ou est-ce que vous y croyez? D'abord, moi, on a parlé de travail, création de valeur. Le travail, il est une création de valeur pas seulement économique, il faut le dire, dans une société. Et pour des travailleurs, il est aussi une création de valeur de relations, d'émancipation, etc. Je le dis parce que autrement, on a toujours la tentation, et ce n'est pas le cas ce matin, mais c'est toujours la tentation de considérer les travailleurs comme du nombre, quoi. Et c'est autre chose. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la question du sens, de la qualité du travail, parce que ça me semble fondamental, y compris et c'est pas à la société de fixer ce qui serait un travail noble et un travail pas noble. Nous, je viens d'une fédération au sein de la CFDT, qui est la fédération des services, où je croise tous les jours des salariés
qui, en exerçant des travaux, des emplois de service, ils donnent du sens, ils s'y épanouissent, etc., à la condition qu'on leur garantisse des emplois non précaires, des emplois avec des qualités de travail et des conditions de travail qui soient correctes, etc. Mais sur la question, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Mathilde Gergoat-Larivière sur le fait que et Philippe Aguillon également, sur le fait que la question du temps de travail demeurera interrogée. C'est-à-dire que je crois que la tendance normale, historique, c'est vers une réduction de la durée du travail. Moi, je ne crois pas que ça sera à la mesure hebdomadaire. Vous savez, le thème du printemps de l'économie, c'est travail un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ben, moi, je crois que c'est un peu tout, à certains moments de la vie. Il y a des fois, c'est un peu, il y a des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est à la folie, il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même, et puis, des fois, c'est pas du tout. Et c'est pour ça que la CFD, nous, on propose, on appelle ça comme ça pour l'instant, peu importe le nom, mais une espèce de banque du temps qui permet, au cours de sa carrière, d'avoir des pauses, un compte épargne-temps un peu généralisé, d'avoir une pause parce qu'on a un projet professionnel, parce qu'on a un projet personnel, parce qu'on a envie de se former, parce qu'on a envie de s'investir différemment, etc. Je pense qu'il faut qu'on re-questionne la place du travail dans l'ensemble d'une carrière, y compris en termes de durée. Alors, vous savez, comme la question du temps de travail et les 35 heures, ça a été dit, ont polarisé beaucoup d'oppositions voilà, sur leur mise en œuvre, sur ce que ça a produit en matière économique. Mais en tout cas, on sent, nous, vraiment comme une aspiration très profonde, le fait d'avoir un peu plus de maîtrise de son temps de travail tout au long de sa carrière, avec des dispositifs à construire. Mais puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner, essayons d'être un peu ambitieux aussi sur les réponses qu'on peut apporter pour essayer de construire un temps de travail qui soit adapté aux aspirations des uns et des autres à différents moments de sa carrière, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes aspirations à 25 ans que parfois à 40 ans et parfois à 50 ans et après je ne peux pas encore dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment faire attention aussi à ce que il n'y a pas la segmentation. Enfin, moi, je pense que toutes ces questions-là n'ont de sens que si on est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer, qui est une vraie segmentation du marché du travail. Parce que c'est ça la vraie réalité. C'est que on a surtout des gens qui ne travaillent pas assez. Évidemment, les demandeurs d'emploi, ceux qui subissent le chômage, mais aussi, et d'ailleurs ceux qui subissent le chômage, qui font des activités à temps très partiel, à temps très réduit, que ce soit en durée de contrat ou en temps hebdomadaire. Mais il y aura, moi je crois, à réfléchir à un partage du travail. Le terme n'est pas trop d'actualité, mais je pense qu'il a encore son sens sur l'ensemble des carrières. Alors, on va revenir sur toutes les questions de formation, d'organisation de l'entreprise, d'éducation, sur les contrats de travail. Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de contrats de travail, de protection, et puis tout ce que vous dites sur cette nécessité d'avoir une plus grande flexibilité. Ça pose quand même la question aussi d'un socle de revenus minimum ou pas. Mais quand même, Patrick Artus, une question qui est quand même la clé de voûte de toutes ces discussions sur travailler plus, travailler moins, etc. C'est la capacité justement à créer de la richesse et donc la productivité. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que finalement, alors les chiffres de productivité montrent qu'on est plutôt sur des niveaux faibles. Alors pourquoi? Est-ce que c'est un problème statistique? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'arrive pas à la mesurer correctement, ou bien est-ce qu'on est vraiment dans un monde où la productivité augmente plus faiblement qu'avant? Oui, alors c'est une question centrale parce que d'abord, on l'a tous dit, si le développement technologique améliorait la productivité, ce qu'on attend normalement, il donnerait des marges de manœuvre. Et après, on pourrait décider de ce qu'on fait de ces marges de manœuvre. Marges de manœuvre, ça peut être des salaires plus élevés, ça peut être du temps de travail plus faible. Enfin, on aurait un choix politique à faire des marges de manœuvre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas de gain de productivité. Dernier chiffre en France, sur les 5 dernières années, on est en dessous de 1% par an, et qui est entièrement mangé, en fait, par les besoins du vieillissement démographique. C'est-à-dire qu'il ne reste rien pour les actifs. Mais est-ce qu'on la mesure bien? Alors, Philippe avait fait des essais de correction, donc il en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on ne la mesure pas bien,
mais le biais a l'air d'être à peu près constant dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un biais, mais qui n'explique pas le ralentissement. Hein. Donc il y a un ralentissement de la productivité qui est mondial, qui est dans tous les pays, qui est en Chine, aux États-Unis, dans les pays européens. Alors la question, c'est qu'on ne sait pas, je pense qu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors il y a toutes sortes d'interprétations qui sont d'ailleurs assez intéressantes. Il y a évidemment la structure de l'économie qui joue un rôle. Alors ça, on peut le quantifier. Vous avez davantage de services à productivité plus basse et moins d'industries à productivité élevée. Donc ça fait baisser la productivité. Ça explique un gros quart, un petit tiers du mouvement. Il y a le vieillissement de la population au travail elle-même, puisque la population au travail vieillit, ce qui il semble avoir un effet sur la productivité. Et puis il y a la thèse très intéressante, alors je ne voudrais pas non plus déflorer ce que va dire Philippe dans 3 quarts d'heure, mais il y a plein de travaux extrêmement importants, il me semble, qui sortent aujourd'hui en disant que depuis 20 ans, nous avons dans toutes les économies un mouvement très important de concentration des entreprises. Ce que vient de faire David Autor, ou d'autres aux États-Unis, est extrêmement intéressant. Et on a surtout des données américaines, mais aussi quelques données européennes. Donc, depuis 20 ans, on a de plus en plus d'entreprises en position dominante. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas que les GAFA. C'est dans toutes les industries. On fabrique des monopoles, pour faire simple, dans toutes les industries. Et évidemment, un monopole, protégé par sa position de monopole, n'est pas incité à faire des gains de productivité. Donc il y a une vraie question qui est pourquoi est-ce que, il me semble assez bien démontré dans la littérature que c'est bien cette concentration des entreprises qui a une responsabilité importante dans le ralentissement de la productivité. Donc on serait revenu à l'époque d'AT&T avant Reagan. Vous vous rappelez, quand vous vouliez appeler l'Europe depuis les États-Unis, il fallait mettre 275 pièces de 25 cents dans une boîte, parce que comme ils étaient tout seuls, ils ne voyaient pas pourquoi ils inventeraient le téléphone portable. Et donc si on est là, évidemment, la solution de la productivité, c'est la concurrence, c'est l'antitrust. Donc il faut casser les monopoles. Mais à nouveau, attention, ce n'est pas seulement du tout les GAFA. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus général que les GAFA, c'est partout. Alors la dernière question, c'est pourquoi est-ce qu'on a une augmentation de la concentration? Pourquoi est-ce qu'on a des positions dominantes qui apparaissent? Alors il y a la thèse du laxisme du régulateur, ou de la capture du régulateur. C'est sans doute vrai dans l'Internet. Il y a une autre thèse que je trouve assez sympathique, qui est assez violemment anti-banque centrale, c'est que c'est les taux d'intérêt bas. C'est qu'en fait, et alors, tu te rappelles, tu avais fait un article, mais il y a assez longtemps, qui partait sur cette piste-là aussi, quand les taux d'intérêt sont bas, une entreprise qui commence à avoir une petite position dominante bâtit beaucoup plus facilement une grosse position dominante parce qu'elle peut s'endetter, acheter ses concurrents et se développer plus vite. Et donc, il semblerait, et ça semble bien démontré sur les données américaines en tout cas, que les taux d'intérêt bas favorisent l'apparition de monopoles et qu'après, une fois que la boîte est en position de monopole, elle arrête de faire des gains de productivité. Donc, je pense que la concurrence, c'est quelque chose qui va rejouer un rôle absolument central dans le futur. Philippe Aghion, un mot crucial sur l'évolution de la productivité. Donc déjà, Patrick a déjà tout dit, donc très très clairement. Donc effectivement, Robert Gordon se disait. Alors la vision de Gordon, c'était de dire, en fait, c'est que les grandes innovations ont été inventées et maintenant on est dans des rendements décroissants à l'innovation. Voilà, qu'en gros les grandes choses avaient été trouvées. Et voilà, moi, ce n'est pas une idée que je partage parce que je considère que notamment la révolution digitale augmente les capacités. Non seulement change la technologie de production des biens et services, mais elle change la technologie de production des idées. Maintenant, on peut collaborer avec des gens qui habitent très loin de chez vous. Moi, je suis en Skype tous les après-midi pour faire de la recherche avec des gens qui sont très loin de moi, avec le Dropbox, etc. On a des capacités. La technologie pour faire de la recherche, c'est incroyablement amélioré grâce à la révolution des TIC et maintenant la digitalisation. Donc, je ne partage pas cette vision de Gordon que maintenant tout a été inventé donc effectivement, on n'invente plus dans les labos. Maintenant, il y a plein de gens qui collaborent. L'idée d'une espèce de pic de savoir aujourd'hui, elle est dépassée avec l'innovation ouverte, etc. Voilà, donc maintenant les capacités sont énormes. Donc il y a la mesure, donc ça j'ai essayé de... Et comme disait Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire que la mesure n'explique pas, c'est vrai que la croissance de la productivité est au-dessus de ce qu'on dit, parce que notamment tout ce qui est destruction créatrice, on ne sait pas mesurer. Quand il y a un bien qui remplace un autre bien,
on ne sait pas dire, on ne sait pas mesurer l'apport de ça à la productivité. Voilà, je n'en veux pas faire toute une explication pour ça, mais en fait, la croissance de la productivité est au moins 0,6 par an au-dessus de ce qu'on dit. Donc déjà, ce n'est pas si mauvais que ce qu'on dit, mais effectivement, comme le expliquait Patrick, ça n'a pas, le problème est constant au cours du temps, et ça n'explique pas la décroissance de la croissance, ça n'explique pas le déclin de la croissance de la productivité. Donc pour ça, effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu comme explication? Mais il y a différentes explications. Il y avait l'idée que dire les taux d'intérêt baissent, donc la réallocation se passe moins bien, parce que ça permet à des gens moins efficaces de rester, et ça empêche des gens plus efficaces de rentrer. Mais je crois vraiment que l'explication la plus convaincante, c'est effectivement, je vais le dire tout à l'heure, l'expliquer un peu plus tout à l'heure, c'est l'explication du fait que, pour certaines raisons, eh bien, il y a eu un phénomène d'entreprise dominante, et que ces entreprises plombent l'innovation, découragent l'innovation d'autres entreprises. Voilà. Et alors pourquoi? Alors peut-être que, comme tu dis, c'est en partie les baisses de taux d'intérêt qui ont permis à des gens déjà là d'en profiter davantage. Il peut y avoir une autre raison également, c'est que la révolution d'éthique elle-même a permis à des entreprises de contrôler, de faire beaucoup plus de choses. Et ceux qui avaient déjà un avantage en termes de capital social ou de réseau, eh bien, en ont profité beaucoup plus que les autres et ont envahi plein de secteurs. Et au début, l'effet a été de booster la croissance. Vous voyez, aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est que la croissance, elle a augmenté entre 1995 et 2005. Vous avez eu une augmentation de la croissance de la productivité, mais une fois qu'elles ont envahi tous ces secteurs, eh bien, ça a plombé la R&D, l'innovation des autres, qui sont la majeure partie des entreprises. Et ça a contribué au déclin. Donc, effectivement, il faut maintenant traiter ce problème, parce qu'en même temps que le déclin de la croissance de la productivité, on observe également, eh bien, on observe deux choses très intéressantes. On observe que les marges, on observe que la concentration augmente, que les marges augmentent, mais ce n'est pas parce que les entreprises ont augmenté leurs marges, c'est parce que les entreprises à grosse marge sont devenues plus dominantes. Et on observe que la part de revenu du travail dans le revenu total a baissé, mais pas parce que les entreprises ont baissé la part du revenu du travail au cours du temps, c'est parce que les entreprises qui ont une part plus petite qui va au travail, une part plus grande qui va au capital, eh bien ces entreprises sont devenues dominantes. Et ça va vraiment de pair avec l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a permis à ces grosses entreprises eh bien, de devenir dominantes et d'inhiber l'activité des autres. Voilà. Merci Philippe. Avant d'attaquer les questions relatives à l'éducation, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir, je voudrais qu'on prolonge la réflexion de Laurent Berger tout à l'heure sur les nouvelles façons de travailler. Parce que dans la question « où va le travail ?», il y a aussi comment et où on va travailler. Parce que finalement, bon, quand on a mécanisé les campagnes, on a bien vu que l'essentiel des emplois s'était déversé, hein, comme on dit, dans l'industrie. Quand on a robotisé l'industrie, eh bien, les emplois se sont déversés dans les bureaux. Et maintenant qu'on est en train de remplacer une fois de plus les tâches répétitives dans les bureaux, on se dit mais où est-ce qu'on va aller travailler demain, Mathilde, Laurent Berger? Bah, avant le où, c'est comment, ce qui me paraît fondamental. Parce que le où, peut-être un certain nombre de moyens technologiques peuvent justement aider à... On le voit avec le développement d'un certain nombre, par le biais d'accords collectifs, de formes de télétravail. Vous y croyez, vous, au télétravail, au potentiel du télétravail? Écoutez, non seulement j'y crois, mais j'étais encore cette semaine dans une entreprise en région parisienne. C'est une aspiration, à une seule condition, c'est qu'il soit cadré, c'est qu'il soit encadré par des règles collectives. Laurent Berger, vous voyez bien que c'est encore un truc de grosse boîte. C'est-à-dire qu'on polarise encore. C'est-à-dire que vous êtes dans ces grosses boîtes, ces banques, ces boîtes du CAC 40, dans lesquelles les salariés ont déjà tout. C'est pas vrai, mais ça, c'est un vieux débat entre nous. Mais c'est pas vrai. Le syndicalisme, il n'est pas présent. Moi, j'étais représentant du personnel dans une entreprise de 10 salariés. Donc, et le télétravail, c'est une question qui se pose. Mais le télétravail peut se poser dans ces questions-là. Y compris dans mon métier d'origine, qui était conseiller en insertion professionnelle, il y a une période de face-à-face, puis il y a une période de préparation de travail. Lorsque vous avez besoin de concilier différemment vos temps personnels et vos temps professionnels. Lorsque vous avez, et particulièrement dans certaines régions, des temps de transport qui sont l'élément, on le voit à travers toutes nos enquêtes, qui pèse quasiment le plus sur les sentiments de mal-être au travail d'un certain nombre de salariés, on peut développer ça. Ça nécessite des règles, ce n'est pas forcément du télétravail
à son domicile, ça peut être des espaces de coworking qui peuvent se développer, etc. Mais avant, c'est d'abord, avant où, c'est comment. Et l'aspiration, dans notre enquête, un des éléments les plus marquants, c'était que l'élément le plus important en termes de source de mal-être au travail, c'était le manque d'autonomie. 40% des gens qui n'étaient pas tous salariés, hein, il y avait aussi des travailleurs indépendants, ont l'impression de passer davantage de temps à rendre des comptes qu'à travailler. C'est-à-dire que l'évolution du travail en mode coopératif, il y a encore tout à faire. Et d'ailleurs, l'industrie est sans doute plus développée là-dessus, évidemment, que d'autres secteurs. Et je crois, moi, qu'il faut revoir les organisations du travail dans beaucoup d'entreprises. Il faut en discuter. Il faut que les salariés aient leur mot à dire sur la façon dont s'exerce et leur travail individuel, d'une certaine manière, la façon dont ils vivent leur travail, mais aussi la façon dont se déroule le process de production, que ce soit pour des biens ou des services. Et alors bien sûr, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Ça crée beaucoup d'inquiétudes dans le management intermédiaire, parce qu'on a des modes d'organisation qui deviennent de plus en plus horizontaux, potentiellement, et la digitalisation renforce encore cela. Ça pose des questions parce que la coopération, l'autonomie, elle nécessite aussi de la formation, de la qualification. Mais je crois que c'est ça l'avenir du travail. C'est un mode beaucoup plus coopératif, y compris si on veut répondre à une aspiration. Et notre enquête le montre, il y a un biais générationnel aussi. Sur le sens donné, sur pour qui on veut travailler, au service de quoi, etc. Et si on veut répondre à cela, il faut que l'épanouissement au travail soit encore l'autonomie, la capacité de pouvoir s'exprimer, de dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, se développe de plus en plus. Et ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Ça peut se faire partout. Quant à où on va travailler, évidemment, on le sait aujourd'hui, plutôt dans les grandes agglomérations, mais ce qui pose un vrai problème au-delà de la question économique et de travail, un problème de société. Ouais. Mais demain, on peut aussi imaginer qu'on travaille différemment à travers les modes comme le télétravail, dont je ne fais pas une solution miracle, mais je crois que lorsqu'il est choisi, lorsqu'il est encadré, lorsqu'il permet de ne pas... D'ailleurs, toutes les études montrent que les entreprises qui ont choisi le télétravail, elles n'ont pas eu de baisse de productivité, au contraire, pour les salariés qui étaient en télétravail. Par contre, il faut se garantir que ce ne soit pas non plus du temps de travail en plus, parce qu'on compense le temps de transport en moins, quoi. Bah, y a une étude qui est sortie ce matin là, par Malakoff-Médéric qui montre que finalement, le fait de travailler chez soi fait que les gens travaillent plutôt plus que moins. Oui, c'est pour ça qu'il faut aussi l'encadrer avec des règles. C'est pour ça qu'il faut des accords. Vous savez, sur l'évolution du travail, comme sur l'évolution des entreprises, il y a deux options. C'est assez simple en termes de gouvernance. Il y a l'option quelques-uns décident pour tous, et il y a l'option dialogue social. Dans un monde de plus en plus incertain, mais c'est vrai pas que sur la question du travail et de l'entreprise d'ailleurs, soit on fait davantage de délibération collective et de la prise en compte des intérêts et des points de vue de l'ensemble de ce qui constitue une communauté de travail ou une société, soit quelques-uns décident pour tout le monde. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la première option est plus porteuse de progrès pour tous que la seconde. Mathilde Gargoite-Larivière, sur où et comment, avant qu'on aborde les questions d'éducation, de nouveaux contrats de travail, d'avenir du salariat. Alors oui, sur où, je trouve que c'est pas complètement facile de donner une réponse. Plutôt du coup sur comment, comme comme ça a déjà été évoqué, par rapport aux deux interventions précédentes, en fait, je pense qu'effectivement la question du régulateur et de la manière dont il contrôle la concentration et le degré de concurrence, ça a son importance, mais aussi dans la manière dont il contrôle ce qui peut se passer dans certains secteurs où il peut y avoir aussi beaucoup de concurrence, mais où du coup les salariés sont particulièrement exposés à la dégradation de la qualité potentiellement de leurs emplois et du travail. Et ça rejoint la question de l'autonomie, puisque ça me fait penser à un projet européen qu'on a mené avec des collègues où il y avait un certain nombre d'études de cas qui ont été menées en comparaison sur la France et l'Allemagne. Et dans certains secteurs, comme par exemple la grande distribution, donc
on observe que certaines innovations technologiques peuvent dégrader fortement la qualité du travail et de l'emploi des peu qualifiés, en automatisant, enfin une sorte d'hyper-taylorisation, en automatisant beaucoup les gestes qu'ils doivent faire. Donc ça amène à des gestes plus répétitifs, à une forme de déqualification, avec moins d'autonomie justement dans le travail. Et en même temps, ce que montraient aussi ces études de cas qui étaient aussi assez intéressantes, c'était qu'à même innovation technologique, les effets peuvent être très différents. C'est-à-dire que selon justement le rôle des syndicats, la manière dont les innovations technologiques sont utilisées par les managers, ça peut être utilisé pour donner plus d'autonomie justement aux salariés, ou ça peut être utilisé pour plus de contrôle. Donc en fait, à innovation technologique donnée, les effets sur la qualité du travail et sur l'autonomie et sur justement l'épanouissement dans le travail peuvent être extrêmement différents. Voilà. Laurent Berger. Ce qui vient d'être dit illustre juste ce qui avait été dit précédemment, c'est-à-dire que tout ça dépend finalement de nous. C'est plutôt la bonne nouvelle, si on peut dire. C'est-à-dire que dans un monde où on a l'impression qu'en fait on subit et on n'aurait pas de marge de manœuvre pour créer les conditions plutôt positives ou plutôt négatives de l'évolution du travail, par exemple, ou de l'évolution de la société, ben non, ça dépend de nous. Ça dépend de ce qu'on est capable d'en faire ou de pas en faire et des régulations qu'on est capable de faire. Justement, c'est comme ça qu'on va aborder les 4 points suivants, parce que j'ai 4 questions à vous poser et qui seront les mêmes pour chacun. La question de la formation, qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui pour être armé dans le monde qui vient? 2, quel nouveau filet de protection il faut inventer? Est-ce que finalement il faut un revenu de base qui permet cette fluidité, ces choix d'activité, etc. Est-ce que le salariat, c'est le mode de contractualisation de demain, ou est-ce qu'il faut inventer d'autres modes de solutions? Et puis, il ne faut pas rêver, il y a des gens qui ne pourront pas s'adapter, il y a des gens qui ne sauront pas s'adapter. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens que Pierre-Noël Giraud appelle des gens inutiles, entre guillemets, au sens économique du terme? Alors, Patrick, il va ouvrir le bal, il avait une petite remarque à faire. Et puis, Patrick, tu gardes la main pour nous expliquer fondamentalement qu'est-ce qu'il va falloir apprendre demain. L'anecdote, c'était en réaction à ce que dit Laurent Berger. Moi, je suis dans une banque qui travaille dans tous les pays de la planète. Donc, en France, on essaie de faire ce que tu dis. Donc, on a du télétravail, des sondeurs qui viennent demander aux gens qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour Ça doit te plaire, toi qui habites à la campagne. C'est pas mal le télétravail. Et alors, on a essayé d'installer ça aux États-Unis et en Asie. Alors là, l'enfer, quoi. Ils disent, mais vous êtes fous? C'est quoi ce truc? Non, ça va. Donc, impossible d'exporter ce modèle en dehors de l'Europe, hein, ce modèle où les gens ne sont pas au bureau, où il n'y a pas le chef. Non, c'est vraiment très, très étonnant. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est très européen quand même. Il faut aussi voir ça. Hein. Les Américains sont inadaptables à ce type de fonctionnement de l'entreprise. Ils veulent qu'on leur dise à quelle heure ils font quoi. Donc c'était assez amusant de voir ça fonctionner. Donc on a renoncé à aller étendre aux Amériques et à l'Asie ce qu'on développe en Europe. Alors tu veux que je parle de quoi? De l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend demain? On a l'impression que le savoir, finalement, c'est plus un capital qu'on accumule tout au long de la vie, c'est un flux qui se renouvelle de plus en plus fréquemment. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce qu'il faut aller vers les compétences techniques, plutôt mathématiques, ou au contraire, est-ce qu'il faut développer tout ce qui fait de nous des humains? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut plutôt développer notre humanité dans un monde très technologique? Vous allez tous me répondre à cette question. Patrick, d'abord. Ça va être difficile de dire des choses pas très banales et on sera tous d'accord. Quand on travaille sur les données de chômage en France, on a l'impression qu'il y a à peu près 3 tiers. Et ça recouvre, il me semble, à peu près ce que tu dis. Il y a 1 tiers de personnes qui vont être extrêmement difficiles à ramener à l'emploi. Donc là, il y a un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les gens qui sont très très loin de l'emploi? C'est sans doute de l'accompagnement très individualisé, très ciblé. Sans doute, ça coûte énormément d'argent de faire ça aussi, et c'est pas simple. Il y a 1 tiers de personnes qui ont un problème technique, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre une compétence technique. Donc là, à mon avis, la réforme de la formation qui est mise en place va dans le bon sens. Hein. On aura des formations plus liées au métier, aux besoins des entreprises, des branches, etc. Et il y a 1 tiers où le problème, c'est les soft skills. Hein, c'est la capacité à travailler dans une organisation avec des relations de travail normales, de la coopération, des relations d'un minimum de convivialité avec les autres salariés de l'entreprise. Et là, c'est de la formation humaine, je dirais. Hein, c'est pas de la formation technique.
Donc j'ai l'impression que voilà, c'est les 3 directions et il faut les adapter à ces 3 populations dont j'ai l'impression qu'elles sont à peu près les 3 tiers du nombre de chômeurs. Philippe Aghion. Donc moi, pour compléter ce qui a été dit, je crois beaucoup dans les choses suivantes. Donc je sais que par exemple le ministre de l'Éducation va mettre l'accent sur les savoirs de base et il dit la logique, c'est très important. Il faut inculquer donc les mathématiques, la grammaire, tout ce qui est voilà, la logique et les savoirs de base. Ça, je crois beaucoup dans ça. Je crois qu'il faut un socle solide de savoirs de base. Ça, je crois que c'est une des premières choses que l'école doit donner. La deuxième chose, c'est qu'on apprend à apprendre. L'école, c'est très important. On ne peut pas se spécialiser. Autant, je pense, c'est important le lien avec l'entreprise, mais je ne pense pas qu'il faut spécialiser trop vite. Je pense que c'est important parce que les gens vont être amenés à changer de métier très souvent. Et on sait, il y a eu des études, notamment de France Stratégie, qui montrent que la mobilité sociale et professionnelle est beaucoup plus grande là où la partie savoir général est plus importante. Donc on ne pourra pas juste faire le certificat d'études comme avant. Il faut un socle savoir général parce qu'on apprend à apprendre. Donc on apprend à se poser tout le temps de nouveaux problèmes et à s'adapter. Je crois que c'est une des choses très importantes que l'école doit inculquer. Et puis la culture, je disais tout à l'heure je pense qu'il faut qu'on puisse appréhender le monde dans lequel on est. Et donc la culture, une culture de qualité, une demande pour des loisirs ou des choses de qualité, ça je crois que c'est très important. Alors je voulais juste parler d'un débat parce que j'ai été très critique, j'ai été en charge avec d'autres de refaire les programmes d'économie du secondaire. Voilà, ça peut être les programmes de... Mais je veux mentionner ça en passant, parce que... parce qu'on peut y passer des heures sur ce sujet. On peut y passer des heures sur ce sujet-là. Mais il y avait un débat qui s'est posé. Eh bien, une partie des gens voulaient que je fasse des thèmes. C'est-à-dire, voilà, il y a de l'économie, il y a de la sociologie et il y a des sciences politiques. Eh bien, faisons du café du commerce un peu, faisons des thèmes. Voilà, on prend le travail, alors on met un peu de socio, un peu d'éco, un peu de machin. On prend un autre thème. Et j'ai dit, non, pas question, on ne va pas faire comme ça. On va faire de manière suivante. D'abord, il faut des savoirs de base. En économie, il y a des concepts et des raisonnements de base. En sociologie, il y a des concepts et des raisonnements de base. En sciences politiques aussi. D'abord, il faut que ces raisonnements de base soient assimilés et compris. Et ensuite, on peut croiser les regards. Mais il faut d'abord maîtriser les savoirs de base. Et donc, c'est très important. C'est un débat très important. Oui, mais Philippe, il me semble que cette approche... Voilà. Elle est contredite aujourd'hui parce qu'on voit dans certains pays, je pense à la Finlande par exemple, où finalement on déverticalise les enseignements et où on choisit plutôt, d'après ce que j'ai compris, des thématiques, par exemple le réchauffement climatique, et où l'enseignement se fait finalement en abordant cette thématique du réchauffement climatique sous tous ses aspects. En parlant du réchauffement climatique, on fait des mathématiques, on fait de la langue, on fait de l'histoire. Mais ça, c'est un sujet de regard croisé, mais je crois que c'est important d'avoir des savoirs de base. Je crois. Moi, j'ai interagi avec des sociologues, des politologues, dans plein de fois. À Oxford, j'étais à Nuffield College, j'avais des sociologues, des politologues. Je suis dans un groupe canadien où j'ai des sociologues, des politologues. Je travaille avec des sociologues, des politologues. Mais c'est important qu'il y ait les savoirs de base au départ, et puis qu'ensuite on croise les regards. Il faut avoir les notions de base. Oui, on peut pas faire sans les notions. Sinon, c'est vraiment du café du commerce. Le climat, il y a des aspects économiques, des aspects sociologiques. Il faut maîtriser, il faut les comprendre. Oui, mais il faut d'abord les assimiler. La réalité, c'est que tu as perdu énormément de gens en route. C'est-à-dire que prendre les enseignements de l'économie au lycée, c'est quand même extrêmement décourageant. On te fait des notions abstraites, la valeur... Quand tu commences, on te tape tout de suite. Ah, la valeur ajoutée, c'est quoi? Mais c'est extrêmement décourageant. Tout dépend comment tu l'enseignes, comment tu le fais. Je veux dire, regarde maintenant, c'est très intéressant. On va démarrer une polémique. Beaucoup de gens qui ont signé des pétitions... Oui, et on va vite la refermer parce que c'est pas notre thème. Beaucoup de gens qui ont critiqué... Beaucoup de gens qui ont signé des pétitions critiquant mes programmes envoient leurs enfants étudier aux États-Unis, en Angleterre. Et ils envoient leurs enfants. Donc pour leurs enfants, c'est bien. Pour les enfants des autres, c'est pas bien. Tu vois, moi, l'idée, c'est de dire, on va mettre l'enseignement à ce qu'il y a de mieux. Voilà, on va enseigner l'économie, la sociologie, les sciences politiques à ce qui se fait de mieux, avec les meilleurs standards. Et on croise les regards, mais on croise les regards à partir de savoirs de base bien maîtrisés. Et là, ça fait tout de suite un débat de qualité. Sinon, ça devient mondain, ça devient une discussion mondaine. Et ce n'est plus, ce n'est plus de la même qualité, quoi. C'est plus scientifique, quoi. Ça devient, on discute, voilà, de manière journalistique, sans avoir du tout de manière, mais dans le meilleur, tu vois, je veux dire. Mais pas, il faut. Non, mais très bien. Ce que je veux dire, c'est que on veut inculquer. Qu'est-ce que je veux inculquer en économie aux gens, par exemple? Je veux qu'ils aient un esprit critique. Je veux qu'ils puissent eux-mêmes. Quelqu'un leur dit, voilà, je vais prendre telle mesure. Moi, si je suis élu, je fais telle chose. Je veux que eux-mêmes puissent faire le raisonnement eux-mêmes, que eux-mêmes puissent dire, mais attends, s'il me dit ça, attends, on voit quel est l'effet sur les prix, quel est l'effet
qu'ils puissent, eux, se faire leur modèle dans la tête, qu'eux puissent raisonner. Tu vois, qu'ils puissent avoir un esprit critique par rapport à ce qu'il aurait proposé. Mais pour ça, il faut qu'ils aient les outils pour le faire. Tu vois, si par exemple je te dis je mets une taxe ou je bloque les loyers, il va y avoir ensuite une conséquence sur l'offre et la demande et puis un effet prix qui sera comme ça. Il faut qu'ils puissent comprendre ces choses-là. Oui. Tu comprends? C'est ça, avoir les notions de base. Mais on ne fait pas notre débat. Je continue à trouver ça très élitiste. C'est une discussion que les gens auront très certainement dans les salons premières d'Air France, mais certainement pas au café. C'est pas vrai, je vais dans les lycées. C'est absolument pas vrai. Je vais dans les lycées. Bon, on s'arrête là, Philippe. On s'arrête ça. Philippe, on s'arrête là. On continue notre tour de table. Laurent Berger, sur quels aspects il faut insister aujourd'hui en matière d'éducation, de formation? Quelle passerelle il faut développer pour avoir finalement des salariés armés pour ce nouvel environnement? Objectivement, je suis pas un spécialiste. Moi, je crois, tout à l'heure, vous aviez dit, est-ce qu'il faut développer un peu plus d'humanité? J'ai envie de dire oui, en ce moment, on a bien besoin de développer un peu plus d'humanité. Moi, je crois beaucoup, puisqu'on parle finalement d'être un peu agile face à des bouleversements qu'on connaît assez peu, je crois beaucoup aux vertus des sciences sociales, et pas simplement... et alors après, moi, je rentre pas dans votre débat, mais je crois... Je crois qu'il faut vraiment, ça c'est le premier point, avoir des gens qui sont capables de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Mais c'est pas vrai que dans le travail et l'économie, c'est vrai dans la société. On progresserait beaucoup si on était capable de porter un regard un peu global et de se décaler. Donc l'autre élément, c'est, je crois qu'il faut que le travail est apprenant aussi. C'est-à-dire que la formation, on devrait développer un travail beaucoup plus apprenant. Le travail, c'est pas simplement l'élaboration d'une tâche qui, à un moment donné, répond à un besoin de productivité, etc. C'est un outil, y compris d'émancipation en termes de formation. Et là-dessus, il y a des choses qui commencent à se développer avec notamment la réforme de la formation, qui va quand même mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Hein. Donc, c'est un vrai risque parce que ça va très, très vite. Voilà, les trois autres questions, on y répond après sur les filets de protection. Bien sûr. Mathilde, Gargotte-Larivière, vous, qu'est-ce que vous voyez? Parce que vous travaillez finalement sur les différentes populations, vous voyez où sont les points faibles. Les priorités, c'est quoi aujourd'hui en matière de formation et d'éducation? Bon, je rejoins une partie des choses qui ont été dites avant, c'est-à-dire je pense effectivement qu'un accent sur les sciences sociales est important, le fait aussi que la spécialisation soit relativement progressive, je pense que c'est important, il y a des réformes qui vont dans ce sens-là actuellement, notamment sur la réforme du lycée, même si elle a l'air d'être un peu difficile à mettre en place pour que tous les élèves puissent avoir accès aux spécialités qu'ils choisissent. Je pense qu'on peut peut-être effectivement ajouter quand même que des formations au numérique, y compris, non pas forcément à visée exclusivement professionnelle, mais aussi parce qu'on sait qu'il y a toujours une fracture numérique et que ça pose du coup aussi des problèmes sociaux, politiques, le fait qu'un certain nombre de personnes soient exclues d'un accès à l'espace public à cause de leur manque de compétences face aux nouvelles technologies. Et puis, je voulais quand même revenir sur le fait que je pense que la formation doit être envisagée comme un cycle très long et donc commence très tôt. Donc, je pense qu'en termes de politique publique, on peut aussi se dire que augmenter fortement le nombre de places en crèche, ça fait partie d'une politique d'éducation et de formation réussie. Alors, deuxième question, Laurent Berger, est-ce que le salariat, c'est encore le mode de contractualisation adapté à ce nouvel environnement plus flexible, plus souple? Est-ce qu'il faut revoir, est-ce qu'il faut inventer des nouveaux contrats de travail? Du coup, je vais répondre à votre deuxième que vous avez oublié sur les nouveaux filets de sécurité en même temps. C'était la même chose. D'accord. Moi, je crois que le salariat continuera d'être un mode de contractualisation encore très développé pendant longtemps. Mais force est de constater qu'il y a sinon, un développement, mais assez mesuré, d'autres formes de travail qu'on dit travail indépendant, freelance, etc. Mais ce n'est pas tant un développement exponentiel qu'une évolution des métiers, des métiers dans lesquels se développe ce travail indépendant. Mais je crois que le salariat continuera d'être un mode
de travail encore qui continuera d'exister pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se conjuguer avec d'autres modes, y compris dans les carrières des individus. On va passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement, enfin facilement je ne sais pas, mais beaucoup plus fréquemment que c'était le cas précédemment. Et donc ça pose la question de ce qui est du ressort du contrat de travail et de la protection des personnes. Moi je crois qu'il faut qu'on aille vers un système de protection sociale qui, évidemment, soit toujours dans une cadre d'une mutualisation et du collectif, mais qui soit davantage attaché à la personne qu'au statut. Parce que on constate très bien que le rapport de subordination qui est inhérent à un contrat de travail, un contrat de travail, c'est un rapport de subordination. Pendant un temps donné, vous êtes contraint de faire ce qu'on vous demande de faire. Alors, avec des degrés divers, mais il va bouger pour du travail indépendant. C'est un autre rapport. C'est plus forcément de la subordination, mais il y a un rapport de dépendance qui va être extrêmement fort. Aujourd'hui, quand vous êtes chauffeur Uber, pour prendre sans doute l'exemple le plus connu, même si c'est loin d'être le seul, vous êtes soumis à un rapport de dépendance vis-à-vis d'une plateforme. Là, ça veut dire qu'il faut revoir deux choses. Les modes de protection, et je pense qu'il faut des droits attachés à la personne, une protection sociale qui évolue pour couvrir l'ensemble de ces travailleurs. Et deux, il faut revoir la façon dont s'exerce la contradiction, le rapport de force, c'est pas un gros mot, entre ceux qui donnent, entre ceux qui travaillent et ceux qui donnent le travail d'une certaine manière, parce que les intérêts ne sont pas toujours convergents, ils peuvent être divergents. Et donc ça veut dire qu'il faut réinventer des modes de discussion, de dialogue social autour de ces nouvelles réalités. C'est en train de se faire. On n'est pas au point zéro, ça commence à progresser, mais enfin, il y a encore beaucoup à réinventer. Et on voit bien avec la crise que nous venons de traverser, les éléments qui ont cristallisé au départ, c'est des éléments hors contrat de travail, mais quand même des éléments de protection sociale d'une certaine manière. L'accès à la mobilité, l'accès au logement, etc. Et donc, je crois qu'il faut une protection sociale un peu revue et corrigée. Mais là, il y aura deux routes à emprunter. Soit on la fera de façon très individualisée, et ce sera une catastrophe pour notre modèle social, soit on le fera dans un cadre collectif, et il faut accepter de bouger un peu les fonctionnements actuels, ce qui n'est pas totalement simple non plus en termes d'évolution de la protection sociale. Patrick Artus, sur le salariat, le contrat de travail, le fait que finalement demain on sera peut-être en même temps à la fois salarié, travailleur indépendant, etc., etc. Ça, c'est une espèce de lubie française. Il n'y a que 2 pays dans la planète où la part des indépendants dans l'emploi augmente, sont la France et le Royaume-Uni. Et comme Laurent vient de le dire, dans les 2 cas, il s'agit plutôt de détournement du Code du travail. Dans les pays les plus avancés technologiquement, le Canada, les États-Unis, etc., le poids du salariat continue d'augmenter. Et donc, je ne vois absolument pas la contradiction qu'il y a entre le salariat et le développement de nouvelles technologies, la montée en gamme de l'économie. L'important, c'est l'autonomie dans le travail. C'est pas un contrat, c'est pas l'absence de contrat de travail entre un employeur et un salarié. Donc, je pense que le salariat va rester très largement le mode dominant et même à nouveau dans le monde OCDE, en dehors de France et des États-Unis, ça devient de plus en plus le mode dominant, compris aux États-Unis. La durée des contrats de travail s'allonge même. Alors aux États-Unis, on peut difficilement parler de contrat de travail, mais la durée moyenne de présence dans une entreprise est de 7 ans et demi, et elle s'allonge. Donc je crois, la vraie idée, on rencontre que des gens assez bizarres. Il y en a un qui est devenu président de la République d'ailleurs, mais c'est un copain à Philippe, et qui explique que on va sauter comme des puces d'un boulot à un autre toutes les 3 semaines. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Google passe sa vie à être au genou de ses salariés en leur demandant de bien vouloir rester chez Google, quoi. Et donc en réalité, oui, dans les entreprises les plus avancées technologiquement, l'objectif du management de l'entreprise, c'est que les gens restent dans l'entreprise, c'est pas qu'ils s'en aillent. Et donc le salariat est très adapté à ça. Les gens, ils sont salariés de Google, quoi. Sur le revenu universel, citoyen, comme on dit en Italie, bon, on peut pas se le payer sous sa forme du livre normal. Je pense que la situation française, il me semble, est assez bonne en réalité. C'est-à-dire qu'on a décidé collectivement qu'on allait donner un complément de revenu aux salariés avec les salaires les plus faibles. Prime d'activité, l'enchaînement, ensuite prime pour l'emploi, etc.
Au cours du temps et après pas mal d'errements, on a un système qui est extrêmement linéaire. Hein. Il n'y a plus de seuil, de décrochement, etc. Hein, quand on regarde le graphique, c'est assez impressionnant. On complète les salaires de façon linéaire et ça se ferme comme ça en ciseaux, hein, de façon assez régulière. Donc il n'y a plus d'effet de seuil. C'est finançable. Ça aboutit à des rémunérations décentes sur les plus bas salariés. Et on sait, le travail du Conseil d'analyse économique il y a 15 jours, 3 semaines, nous rappelle que c'est au niveau des salaires entre moins du SMIC et un SMIC et demi qu'on a une très très forte sensibilité du coût du travail à l'emploi. Donc ce système aussi, il fabrique de l'emploi. Donc je crois que pas la peine d'aller chercher un truc compliqué. On a un système aujourd'hui qui est assez efficace. Mathilde Gargouette-Larivière sur les nouvelles protections. Et puis allons-y, lançons la question du revenu minimum. On voit que c'est quand même... du revenu minimum, revenu de base, alors appelons-le comme on veut, puis on mettra les curseurs où on veut. Mais on voit que c'est quand même un élément d'agilité dans ce monde. On ne va pas pouvoir éviter de se poser la question quand même. Oui, déjà effectivement sur la disparition ou la baisse du salariat, je rejoins complètement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas dire que c'est une tendance actuelle, même si on l'observe légèrement en France, le développement d'emplois indépendants et tous ceux qu'on a en tête, en particulier les plus visibles, donc les chauffeurs Uber, les livreurs, etc. On est probablement dans une phase de transition pour essayer de voir comment on peut les réintégrer dans des systèmes de protection sociale qui leur permettent d'avoir accès à des droits sociaux de base en termes de chômage, de retraite, etc. D'un point de vue juridique, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises là, des décisions qui ont été rendues récemment de reconnaissance justement du lien de subordination et donc de présomption de salariat pour un livreur Take It Easy et pour un chauffeur Uber. Donc on voit que ça bouge aussi du côté législatif. Et puis ces formes d'emploi restent de toute façon pour l'instant effectivement très minoritaires, mais peut-être que ça préfigure une partie des évolutions des relations d'emploi. Et dans ce cas, quelles sont les nouvelles formes de protection sociale qu'il faut envisager? Sur la question du revenu universel, ce qui est un peu compliqué, c'est que et on l'avait vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, les gens mettent des choses très différentes dans leur définition du revenu universel ou du revenu de base. Donc dans une version très généreuse, il y a effectivement potentiellement un problème de financement. Et puis par ailleurs, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens du travail, sur le fait que le fait de travailler et de recevoir une rémunération pour ce travail fait probablement aussi partie de la reconnaissance qu'on en tire. Et voilà, et la question du revenu universel, je pense, soulève ce problème-là. Est-ce qu'une rémunération doit être donnée quelle que soit l'activité, ou est-ce qu'on garde une rémunération attachée à une activité, auquel cas, évidemment, il faut être capable de pouvoir donner une activité à chacun. Qu'est-ce qu'il dit l'économiste Philippe Aghion là-dessus? Je pense que, beaucoup déjà été dit. Je crois qu'il y a des idées que je trouvais intéressantes. J'étais dans la commission Attali, c'est là que j'ai connu le... T'es dans tous les bons coups, Philippe. Non, c'était celui-là, non, c'était je cherchais pas. Non, mais dans la commission Attali, il y avait c'est une idée qui avait été poussée en fait beaucoup par Jean Gaspard, qui était dans la commission Attali lui-même, et donc je ne pense pas que je déplairai à mon voisin de droite. C'est l'idée du contrat d'évolution. Le contrat d'évolution, c'est-à-dire quoi? C'est une vision où vous êtes tout le temps en contrat, où je suis en contrat avec mon employeur, où je suis en contrat avec l'État pour me former et rebondir d'un emploi à un autre. Et donc, il y a l'idée que vous êtes toujours en contrat. Et ça, je trouve que c'est une très belle idée, quoi. Voilà. Et notamment, je pense que la formation doit être subventionnée. Moi, j'ai jamais eu l'idée, alors il y a tout un débat sur les frais de scolarité ou pas, mais je pense qu'en tout cas, il y a l'économie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si moi je m'éduque, c'est bon pour moi, parce que je vais gagner plus tard. Mais c'est bon pour les gens qui travaillent avec moi. Il y a un truc qui s'appelle les externalités. Vous voyez, donc les gens qui travaillent avec moi, ils sont plus productifs parce que je suis mieux éduqué. C'est bon pour mes enfants parce qu'en général, quand les parents sont éduqués, les enfants sont beaucoup plus éduqués. Voilà. Et puis c'est bon pour la croissance. On sait qu'il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques. Nelson Phelps, pour ceux que connaît très bien Patrick. Bon. Et donc, c'est une activité qui doit être subventionnée parce que quand quelqu'un s'éduque, il apporte de la valeur à la société. Et donc je crois beaucoup dans cette idée du contrat d'évolution.
Ou vous êtes en contrat avec un employeur, ou vous êtes en contrat avec l'État. Et vous êtes toujours en contrat. Ça, je crois que c'est une idée très importante. De plus en plus, ça devient important. Deuxième idée importante, je crois beaucoup dans le compte personnel. Je ne sais pas si j'appellerais ça un revenu universel. Mais je pense que chacun... et l'idée a été poussée beaucoup par vous, c'est-à-dire qu'on doit être doté d'un capital, quelque part, qui nous permet de faire des choses, qui nous permet d'investir dans des nouvelles activités, dans des savoirs, dans des choses. Il faut que les individus soient dotés. S'ils sont dotés, ils peuvent prendre des risques. Vous savez, la prise de risque, on prend des risques quand on a des filets et quand on a des dotations. Quand on n'a rien, on ne prend pas de risque. On a peur des risques. C'est précarisant. C'est paralysant, le risque. Il faut que le risque soit quelque chose d'excitant, mais pour ça, il faut que vous ayez un endowment, comme on dit. Eh bien, c'est le filet de sécurité et le compte que vous avez. Je crois que c'est une idée à développer. Et puis, une troisième idée, c'est que je pense que beaucoup de gens font des travaux d'élever des enfants, de s'occuper de choses, on parlait tout à l'heure. Pour le moment, c'est des tâches souvent non rémunérées. On peut tout à fait imaginer un monde où, eh bien, quelque part, alors il y a les allocations familiales qui le font indirectement, mais quelque part, il y a eu toutes ces choses qui sont du travail et qui n'ont pas été reconnues comme il fallait, quoi. Alors, je ne sais pas comment ça peut être fait. Là, je me tourne vers mes voisins, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que c'est très curieux. Quelque part, je veux dire, beaucoup de gens restent à la maison, disent, moi, j'ai élevé mes enfants, moi, je veux dire, c'est des travaux d'esclavage non payés, quoi. C'est-à-dire, c'est des travaux à l'œil, quoi. Et je veux dire, il n'y a pas de raison que ça soit pas quelque part, qu'on n'imagine pas un monde où, eh bien, tout travail, y compris celui-là, est une forme de rémunération. Voilà. Donc c'est une idée peut-être que je soumets, j'en sais rien comment ça peut être fait, mais voilà des idées nouvelles à explorer. Voilà. Laurent Berger, vous vouliez ajouter quelque chose? Nous, on défend depuis longtemps cette idée de compte personnel qui serait alimenté en termes de droits au filet de sécurité, en termes d'assurance chômage, en termes de droits à la formation, de droits, y compris c'est là-dedans qu'on intégrerait cette histoire de banque du temps, de droits à décrocher à certains moments, etc. etc. Ça a commencé à être construit, ça a été arrêté malheureusement assez brutalement depuis maintenant 1 an et demi, mais c'est une erreur parce que c'est comme ça qu'on peut. Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il faut toujours essayer de se dire, voilà, faut être agile, faut être mobile, etc. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit si on crée pas les conditions de la sécurité construite collectivement. C'est pas un capital individuel. C'est-à-dire qui est attaché à la personne, mais qui se construit dans un cadre collectif. Parce qu'autrement, évidemment, alors là, on va accroître les inégalités si chacun le fait de son côté. Mais je crois profondément à ça. Après, il y a sans doute à réfléchir à une prise en charge autre d'un certain nombre de tâches, etc. Par contre, il faut faire attention aux approches un peu genrées. On sait tous que si vous allez, on développe une aide. D'ailleurs, certains en rêvent. Orban, je dis pas du tout, Philippe, que c'est ça. Hein, je veux dire, mais Orban en Hongrie est en train. Non, je t'ai pas dit ça. Tu vois, j'ai pris cette précaution. Je plaisante, mais on peut très bien avoir. On sait bien que, par exemple, tout n'est pas encore totalement égalitaire dans notre pays en termes de répartition des responsabilités au sein des couples et des familles. Et donc l'approche genrée, elle est dangereuse aussi parce que le plein emploi, on nous dit ça existait le plein emploi. Ouais, mais on sait ce que c'était le plein emploi. C'était quand même les femmes à la maison et les hommes au boulot. Ça, c'est pas la société. Enfin, je respecte chacun, mais c'est pas la société dont je rêve personnellement. Donc il faut quand même avoir des approches. Moi, je crois beaucoup. Par exemple, en ce moment, nous on se bat sur le congé paternité et le partage du congé parental. C'est des choses comme ça sur lesquelles il faut aller, qui répondraient à cette préoccupation. Oui, Mathilde, bien sûr. Oui, sur ce point-là. Oui, effectivement, il faut effectivement être très prudent sur les hypothèses ou les possibilités de revenus parental, ou enfin qu'on appelle souvent revenus maternels, parce que précisément, ils sont essentiellement, ces tâches sont essentiellement réalisées par les femmes. Donc, je pense qu'il faut effectivement être prudent pour que les politiques publiques soient pensées de telle manière à ce qu'elles n'entérinent pas des situations qui sont encore réelles d'inégalité dans le partage des tâches. Du coup, j'en profite pour rappeler quand même que sur le partage des tâches domestiques et de care, enfin disons pour les enfants, si les temps consacrés par les hommes et les femmes à ces tâches-là se sont rapprochés sur les dernières décennies, c'est parce que les femmes en font moins et c'est pas parce que les hommes en font plus. Donc voilà, le problème est toujours présent, même si c'est réduit d'une certaine manière. Donc je pense qu'il faut effectivement être très prudent sur la question de la rémunération du temps passé à l'éducation des enfants et inventer des dispositifs qui permettent
permettre de faire que ce temps, si ce temps est équitablement partagé, je pense que c'est effectivement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la variation possible du temps de travail tout au long de la vie, parce qu'il y a des moments où effectivement on a envie de passer plus de temps avec ses enfants ou éventuellement, j'ai peut-être pas le même type d'envie, mais de s'occuper de ses parents dépendants. Donc le temps de travail peut varier tout au long du cycle de vie, mais il ne faut pas que ce soit dans une logique genrée. Et les taux d'activité, non, bien sûr, mais voilà, j'en profite pour le rappeler, les taux d'activité des femmes sont encore très très inférieurs à ceux des hommes en France. Patrick Artus, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit il y a un tiers des gens qui ne seront pas formables, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette population qui ne va pas pouvoir s'adapter? Je n'ai pas dit exactement qu'il n'était pas formable. Je pense qu'on a une partie des personnes qui ne sont pas en emploi aujourd'hui qui ont besoin d'une approche extrêmement individualisée avec des structures de retour à l'emploi. Je trouvais assez intéressant, alors je ne sais pas si ça peut devenir de la macroéconomie, hein, l'initiative zéro chômage que dirige Louis Gallois, parce que on se dit finalement, il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est de dire si on remet quelqu'un dans l'emploi, c'est des CDI au SMIC, avec des emplois qui sont des emplois, c'est assez difficile parce que il faut trouver un emploi qui en est vraiment un, mais qui en même temps détruit pas un emploi dans le secteur privé. Donc c'est quand même pas très évident. C'est peut-être pour ça que l'expérimentation peut pas devenir quelque chose de très gros. Mais déjà, on ramène des gens à l'emploi avec un bilan qui est extrêmement positif en termes de à réapprendre à travailler en équipe, des choses aussi bêtes que d'arriver à l'heure le matin au travail, quoi, je dirais. Et puis, deuxième chose, alors il y a un débat, mais quand on mesure le coût pour les finances publiques de prendre un chômeur et de le mettre dans un CDI au SMIC payé par une collectivité locale, par exemple, alors Louis dit que c'est totalement autofinancé, c'est-à-dire que le gain en disparition d'indemnisation de chômage, d'autres indemnités et suppléments de consommation de TVA s'équilibre. Bon, d'autres estimations disent que ça se finance qu'à hauteur de 80%, mais ça s'autofinance très très largement. Donc on se dit qu'il y a peut-être une piste qui est de dire finalement ça coûte extrêmement peu d'argent public de faire ce qui ne me semblait pas être l'attitude du gouvernement depuis le début du quinquennat, de faire ces emplois passerelles dans un contrat de travail normal qui a l'air de coûter relativement peu d'argent à l'État. Alors reste à savoir, quelle peut être la taille de ce genre d'initiative. Est-ce que ça reste de l'initiative extrêmement marginale ou est-ce que ça peut s'adapter à des centaines de milliers de personnes? Et deux, et à nouveau, la question centrale ici, il me semble, c'est de ne pas aller détruire de l'endroit privé. Si on fait entretenir les espaces verts d'une commune par des personnes qui sont dans ces contrats-là, on détruit des emplois dans les entreprises privées qui le faisaient avant. Donc il ne faut pas le faire. Et puis deuxième question, est-ce qu'on en sort? Est-ce que ces personnes qui sont remises à l'emploi vont trouver autre chose que le CDI au SMIC payé par la collectivité locale pour faire ce type de travail? C'est un peu tôt pour le savoir, mais ça, il me semble qu'il faut ces genres d'initiatives, quoi. Donc c'est des choses extrêmement, c'est vraiment bottom-up, quoi. On fait des choses individualisées, très à l'écoute des gens pour les ramener à l'emploi. Ça peut pas être des programmes de formation standard. Dernière question, allez, je vous la pose rapidement à tous les quatre. Quand on entend toutes vos propositions un peu innovantes, on se dit, bon ben voilà, c'est ça les pistes de réflexion du 21e siècle, et on se dit, mais quand même, la politique économique qui est menée aujourd'hui, les débats qu'on a, est-ce qu'on ne cherche pas à apporter aujourd'hui des solutions à des problèmes d'il y a 30 ans, Laurent Berger? Et est-ce qu'on ne sera pas finalement à nouveau en retard sur les vraies problématiques qu'on a évoquées ce matin? Avant de répondre à cette question, est-ce qu'on n'est pas à la quintessence de l'ancien monde? La question précédente, parce que vous ne nous l'avez pas posée. Moi, je crois je crois pas qu'il y ait des gens inutiles, par conviction. Je pense qu'il y a c'était mon métier, je pense qu'il y a des gens qui sont plus éloignés de l'emploi et qui ont d'autres problématiques parfois que simplement l'emploi, et qu'on se trompe quand on a la seule objectif, le retour à l'emploi, avant d'aborder d'autres problématiques. Je suis d'accord avec Patrick Artus, je pense qu'il y a tout un tas de mesures qu'il faut pousser. Et on travaille avec FAS, avec ATD, avec d'autres, pour essayer de pousser des mesures qui permettent à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi aujourd'hui
de pouvoir y revenir d'une certaine manière, même si le temps pour le faire est plus important qu'on ne le pensait ou qu'on ne le souhaiterait. Il ne faut jamais oublier qu'une société, elle mesure sa capacité d'humanité à la façon dont elle traite les gens qui sont le plus en difficulté, et en leur donnant la capacité, non pas d'être les premiers sur la corde, mais c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Moi, je suis très attaché à des politiques très ciblées, très, très fortes, avec de l'investissement en direction de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Est-ce qu'on parle de questions qu'on aurait dû traiter il y a 30 ans? C'est ça la question? De toute façon, peut-être, mais n'empêche que de toute façon, maintenant, on est là, il faut le faire. C'était pas tout à fait le sens de ma question. Ma question, c'était de dire, quand on voit les débats de politique économique aujourd'hui sur le travail, la fiscalité, etc., est-ce qu'on n'est pas dans des propositions qui sont des propositions du XXe siècle? Est-ce qu'on n'est pas ringard, en fait, dans la façon dont on fait? Vous avez dit, par exemple, sur les propositions intéressantes, vous avez dit que ça s'est arrêté il y a 1 an et demi. J'ai parlé du compte personnel d'activité. Ça, c'est le fait de créer, d'avoir des droits attachés à la personne et pas simplement à son statut, et des droits portables. Ça, pour moi, c'est une idée d'avenir. Mais il faut, vous savez, en tout, il faut des politiques d'investissement. Il faut investir dans quoi, en fait? Dans l'innovation, évidemment, on le sait tous. Ça se passe dans les entreprises, ça se passe dans la société, ça se passe aussi dans les labos. Il faut innover, rechercher, innover. Et puis, il faut investir dans l'humain, dans les compétences, dans sa capacité de compréhension, etc. Et ensuite, il faut savoir vers où on veut aller. C'est ça. Moi, je ne crois pas que ce sont des solutions du XXe siècle, je ne sais quoi. La question, c'est le cap. On veut construire quel modèle? On parlait tout à l'heure de l'Europe. Est-ce que l'Europe, on veut continuer d'en faire un espace où un certain modèle social se développe? On parlait d'un modèle scandinave où on prend en compte les enjeux économiques parce qu'ils sont là. On prend en compte le fait qu'on est dans une économie mondialisée parce que c'est une réalité, il ne faut pas la nier. Mais on considère qu'on est un espace où on doit faire vivre un certain modèle social, où les individus ne sont pas quantité négligeable, où le travail n'est pas la dernière roue du carrosse, mais un vrai enjeu économique en tant que tel. Et dans ce cas, on fait évoluer nos modèles de protection sociale, on fait évoluer nos modèles d'emploi, mais on le fait évoluer dans une vision de progrès, dans ce sens, ou alors on subit. Et si on subit, évidemment, ça fait mal. Allez, conclusion, Philippe Aghion, et un petit mot de... Je voulais dire une chose importante. Aura sa conclusion. Je crois qu'il y avait des réformes. Très vite, hein, il fallait des réformes qu'il fallait qu'on fasse, c'est-à-dire que pour devenir vraiment une économie innovante. Voilà. Donc et ces réformes, il y avait 2 manières de les faire. Il y a la manière Thatcher de réformer, et il y a la manière scandinave de réformer. Dans les 2 cas, il fallait aller vers des économies plus flexibles. Voilà, on met l'économie du savoir, des marchés du travail plus dynamiques, des marchés des biens plus dynamiques, une fiscalité plus incitative. Mais il y a eu la manière anglo-saxonne de le faire, il y a la manière scandinave de le faire. Et la manière scandinave, elle fonctionne, mais elle veut dire aussi plus de démocratie, plus de décentralisation, plus de dialogue social, plus de rôle donné au corps intermédiaire, etc. Mais la France, et pour le moment, moi j'ai des inquiétudes parce que j'espère que ça va être la manière scandinave qui va être mise en œuvre. Mais j'ai des sujets, j'ai des fois, j'entends tel ou tel ministre parler, ou j'entends telle idée de retoquer, et je me dis, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va du côté scandinave, ou est-ce qu'on va du côté anglo-saxon? Et je dois dire que pour le moment, je ne sais pas où le gouvernement est en train d'aller. J'espère que ça sera du côté scandinave. Mais il y a vraiment de l'ambiguïté là-dessus. Sachant que pour le coup... Quand je vois par exemple que même quand Darmanin propose de mettre à plat les niches fiscales, c'est évident que si on allait vers la flat tax et la suppression de l'ISF sur les revenus mobiliers, il y avait le en même temps de la mise à plat des niches fiscales. Quand je vois que c'est retoqué, que même Darmanin, qui n'est pas un homme de gauche, se fait retoquer sur les niches fiscales, je me dis, oups, où est-ce qu'on va? Quand je vois que certains veulent augmenter beaucoup les frais universitaires partout en France, je me dis, ça, c'est pas le modèle scandinave. Le modèle scandinave, c'est la gratuité d'enseignement du jardin d'enfants jusqu'au PhD. Où est-ce qu'on va? Donc là, je crois qu'il faut être très clair vers où on veut aller. Et je crois que les gens en France ne savent pas où ce gouvernement veut aller. Scandinave ou anglo-saxon. Patrick, le mot de la fin, sachant que pour le coup, on ne peut pas aller en même temps vers le scandinave et en même temps vers l'anglo-saxon. Patrick Artus. Oui, non, je crois qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qu'on abordera au mois de mars, dans le printemps de l'économie, c'est que tout ceci impose que nous ayons un certain contrôle sur la façon dont fonctionne le capitalisme en Europe, et en France en particulier. Parce que nous avons observé depuis une vingtaine d'années
le fait que le capitalisme européen, à part quelques pays assez particuliers, ce que tu dis scandinave, enfin il y a 2-3 petits pays, quoi, je veux dire, hein, mais dans le reste de l'Europe, le capitalisme a été avalé par le capitalisme anglo-saxon parce que les entreprises sont devenues propriété d'actionnaires anglo-saxons. Moi, je crois qu'il est extrêmement important d'associer à ta réflexion une réflexion sur la propriété des entreprises. Parce que si nous ne sommes pas propriétaires des entreprises, nous ne sommes pas libres de définir notre mode de gouvernance. Il sera imposé par des actionnaires qui ne seront pas européens. Allez, une dernière conclusion. Mathilde Gargoite-Larivière. Votre mot de la fin. Carte blanche, 1 minute. Écoutez, non, c'est un petit peu difficile là, de répondre à brûle pour point. Juste sur le peut-être sur la politique économique actuelle qui est menée, votre appréciation. Écoutez, je pense que je vais rejoindre ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que on peut se poser la question. Moi, je me posais déjà la question avant l'élection d'Emmanuel Macron de savoir si c'était une politique du centre qui allait effectivement être menée, mais c'était de toute façon pas affiché comme une politique de gauche. Et effectivement, il semble que les arbitrages qui ont été faits depuis son élection tendent à positionner le curseur sur une position plus libérale que ce qu'on avait en tête au départ, et c'est effectivement relativement inquiétant, notamment sur les questions d'emploi, de travail, d'intégration sociale qu'on a évoquées aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Mathilde Gargoite-Larivière, Laurent Berger, Philippe Aghion, Patrick Artus. Et je crois que vous avez une table ronde à suivre encore, Philippe Aghion. Hein? Non, mais après, vous avez Patrick, vous n'avez pas fini votre journée.